Voilà. Donc c'était très difficile. Ceux qui ont voulu me parler ont été très courageux parce que c'est revivre leur torture, c'est prendre un risque finalement en cas de guerre perdue, même si moi je savais que la guerre ne serait pas perdue, mais en tout cas pour eux on peut comprendre dans la terreur. Et ensuite des leurs, c'est-à-dire ils ont peut-être des cousins, des frères et sœurs. Quand on était allé sur le front, alors ça n'avait pas été en novembre 2015, mais ça avait été au mois de mai 2016. Oui. On avait visité une unité sur le front, c'était que des gens de Mariupol. Oui. Et bien sûr, absolument aucune photo, rien, parce que il y en a un, le capitaine qui commandait l'unité, sa femme et ses 2 enfants étaient encore à Mariupol. Oui, parce que ce que les gens doivent vraiment comprendre, c'est que Mariupol, c'est la ville de la résistance du Donbass. Oui. Quand on parle de martyrs, c'est le martyr inversé, là. Ouais. Ils ont résisté contre l'oppression et ça fait beaucoup. Oui, parce que ce qui est vrai, tout le monde connaît le massacre d'Odessa, notamment grâce au documentaire Les masques d'Odessa, mais personne ne connaît le massacre de Mariupol qui a eu lieu 7 jours après et qui a fait plus de morts. Alors, j'avais oublié de dire que Oleg a fait des relevés des fausses communes de ce massacre. Parce qu'il a bien fallu qu'il fasse quelque chose des corps. Et d'autres résistants m'ont parlé de crématoires ambulants qu'ils ont amenés parce qu'à un moment donné, ils en ont tué tellement que quand on parle ici, quand je parle de torture, j'ai dit que j'en avais tué 15, mais les faits qui me racontent, mais c'est un système qui est généralisé dans toute l'Ukraine, ce sont des centaines, voire des milliers de victimes. Et je veux que ce soit entendu par tous. C'est pas seulement 3 paysans, 3 résistants dans un coin, voilà, c'est vraiment très important. Et moi-même, je ne sais pas, je ne peux pas donner de chiffres, mais les tortures commises par le SBU pendant 8 ans dans toutes les villes d'Ukraine, alors bien sûr beaucoup plus à l'est, sont très très importantes. Et le nombre de prisonniers était très important, par centaines, par milliers. Et combien en sont morts, l'avenir le dira. Il y a eu un autre homme également de Mariupol, oui, qu'on appellera Vitali, celui-là. Oui, alors on peut l'appeler, c'est son vrai nom, oui, parce que... Ah, c'est son vrai nom, oui. Lui, j'ai ses papiers, et lui m'a donné tout. Et lui, je l'ai filmé, photographié, j'ai ses papiers d'identité, c'est exactement son nom. D'accord, lui pourra témoigner ouvertement oui. Dans ce prochain procès de Nuremberg. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? C'est aussi un résistant. Alors, en fait, c'est quelqu'un qui... alors, comme Oleg, alors lui, il est chauffeur-livreur. Et le Maïdan et la politique, ça ne l'intéresse pas. Mais du tout. Et même, il est plutôt favorable au Maïdan, quelque part. Oui, ça j'en ai rencontré. À l'origine, les gens comprenaient bien que l'Ukraine était dans une impasse politique. Ce qu'ils veulent, c'est que la corruption s'arrête, que ces politiciens corrompus, quels qu'ils soient, payent. Oui, surtout que en fait, l'Est de l'Ukraine qui avait voté pour Yanukovych a été extrêmement déçu. Yanukovych leur avait promis l'officialisation de la langue russe et l'entrée dans l'union douanière russe. Et finalement, une fois au pouvoir, il a fait ni l'un ni l'autre et il a lancé l'accord d'association qui lui a coûté Maïdan et donc sa place. Donc ça faut aussi que nos auditeurs le comprennent, c'est que Yanukovych est haï par la population du Donbass. Je n'ai rencontré personne qui ne lui souhaite pas les pires choses. Oui, c'est de lui. Ça vient de lui, oui, c'est ça. Donc c'est vraiment voilà. Donc voilà, effectivement. Donc, lui n'est pas hostile au Maïdan, mais il en voit les conséquences, c'est ça. Et en fait, il va commencer à résister seulement le jour du massacre. C'est-à-dire que quand comme Oleg, il y a cette manifestation où on va interdire de se réunir. Alors c'est pas au départ c'est une manifestation patriotique où on vient célébrer la victoire contre l'Allemagne nazie. Hein. Oui. Donc qu'elle soit interdite, déjà ça dit déjà tout. De la part de l'Ukraine. Dès le début en plus, on est au mois de mai. Maïdan se termine le 21 février et on est 3 mois après. Et d'ailleurs, le massacre d'Odessa, ça il faut le faire remarquer, a lieu le 2 mai, parce qu'il y a le 1er mai avant. Le 1er mai, c'est une fête patriotique, également soviétique, mais aussi internationale en France. Et c'est pour ça qu'il y avait des manifestants qui se réunissaient pour dire, à l'occasion du 1er mai, on se rassemble et on manifeste contre Maïdan. Mais bon, voilà, c'était la parenthèse. Mais lui, voit le massacre. Donc, il descend dans la rue et en fait, il ne se doute pas de ce qui va se passer. Et là, il voit d'ailleurs, il le dit, il voit des hommes tomber. Et il voit le massacre commencer et il entend les coups de feu, puis là il se dit mais c'est bon, il nous tue maintenant, il faut résister. Et donc il va pendant plusieurs mois, du coup il va tout de suite rentrer en contact avec ceux de Donetsk, il va faire partie d'un groupe qui va être complètement détruit au bout d'un moment, d'espionnage. Alors il a plusieurs tâches, c'est d'abord les armements, les unités, les hommes, les positions d'artillerie, d'ailleurs il m'a montré. Il m'avait
montré, j'ai une photo, on est allé sur Google Earth, il m'a montré, j'ai fait des captures d'écran, il y avait le QG secret souterrain des forces de la garnison de Mariupol. Et ensuite, il a aussi identifié les prisons secrètes, là où on torturait les gens. Et ensuite, il a identifié il a géolocalisé plusieurs des fosses communes et aussi d'autres endroits où, parce que il y a les charniers, mais ensuite ils ont tué beaucoup de gens individuellement, entre guillemets. 2 par-ci, 1 par-là, 3 par-ici, et il a fallu qu'ils s'en débarrassent. Donc c'est lui le premier qui m'a parlé des presses à auto. Donc qu'est-ce que c'est que ça, les presses à auto? Une fois qu'ils avaient tué un résistant, qu'il avait torturé, qu'il l'avait zigouillé, excusez-moi du mot, mais c'est vraiment ça, il les emmenait dans une casse auto, où il les plaçait dans une voiture, et il mettait en action la presse à auto de la casse, pour réduire le corps en bouillie dans un petit cube. Et il m'a montré où il se débarrassait des corps, parce que du coup, tout ça se faisait évidemment en secret, parce que même si c'est l'Ukraine, du Maïdan et des tortures, et là, il ne faut pas que ça se sache, et en plus ils savent très bien que tout autour c'est tous des gens qui sont russes, on est à Mariupol. Donc ils ont tenté de camoufler tout ça, et là ils jetaient les résidus, on va dire ça comme ça, dans des puits de mine, où j'ai identifié 2 ou 3 puits de mine et 3 zones grâce à lui, où il y a je ne sais pas combien de cadavres, on le saura quand on va ouvrir, et dans des puits de mine par ailleurs, et dans des trous d'eau aussi. Parce qu'ils les plombaient aussi, voilà, ils se sont débarrassés des corps comme ils ont pu. Sans doute que les crématoires ambulants qu'ils ont tenté, ça par contre c'est une hypothèse, d'utiliser, étaient trop voyants et surtout l'odeur, etc. Bon, voilà. Ils ont dû faire autrement. Voilà, donc lui, son témoignage est terrible, il a été arrêté. Et Oleg et Vitali ont été échangés? Les deux. Les deux. Alors, Vitali, lui, va être envoyé, alors lui va être torturé et il va finalement finir par avouer. Et avouer n'importe quoi. Ouais. Donc il raconte que lui, il lui avait tellement fracassé les mains qu'il lui scotche le stylo parce qu'il ne peut plus utiliser ses mains tellement. Ils lui ont, comment dire, brisé les os. Tous ses membres il ne pouvait plus marcher et ses bras étaient inutilisables et ses doigts aussi. Donc il lui avait scotché le stylo pour qu'il puisse signer sa déclaration comme quoi il avait fait ci, ça et ça. Il voulait des noms, il voulait des caches d'armes, et ils avaient même sorti des trucs qu'il n'avait jamais fait. Et donc lui, combien de temps passera-t-il en prison? Alors, je me souviens plus, dans ma mémoire, c'est plus d'1 an. Et il est arrêté, il me semble, en juillet 2014. Parce que lui, en fait, son groupe est détruit, il réussit à s'enfuir, il retourne à Donetsk, et il a le courage de revenir. Et là, par contre, il va tomber. Et lui, il est envoyé à Kharkov. Alors, il passe en jugement, mais c'est un jugement qui est totalement, comment dire, illégal déjà parce que... Mais avant ou après d'être torturé? Après avoir été torturé. Ah oui. Donc les preuves obtenues sous la torture ont été validées par le tribunal. Ah oui, non mais on est en plein... Voilà, on est au XVe siècle. Voilà. Oui, on est au XVe siècle, la torture vaut preuve. Voilà, il a parlé, tout est bon. Et c'est un procès où, si vous voulez, il vient de sortir de sa prison. Donc il est dans l'état que je vous dis. Bon, ils l'ont un peu remis d'aplomb, il y a un juge. D'ailleurs, j'ai le papier du jugement, donc le juge pourra aussi être jugé. Ouais. Parce que j'ai le papier, ils lui ont donné le papier. D'accord. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que, tant mieux pour nous, parce que du coup... Ouais, très bien. Et il y a les noms du procureur et tout ça qui ont validé tout ça. Donc c'est plus ou moins illégal, il le passe en jugement, il y a un avocat qui a commis l'office, mais je vous raconte pas, vraiment, bref. Voilà, et il est condamné à je sais plus combien d'années de prison, enfin énormément. Et ensuite, finalement, ils lui ont, alors là c'est horrible, ils lui ont fait croire qu'ils allaient le libérer. Alors ils le préparent, il y a une sorte de levée d'écrou, ils le descendent dans la rue, et là il y a des gars du SBU qui le retombent dessus, et ils l'ont retorturé pendant encore plusieurs jours. Donc il se croit libre, il est genre avec sa petite valise, enfin son petit bagage, et puis hop, il lui saute dessus, et retorture, et ça dure encore 3-4 jours. Et après, ils ont, comme il voulait toujours pas parler, ils ont menacé sa femme et sa fille. Et là, il a parlé. Parce qu'ils étaient à Mariupol. Donc après, ils l'ont emmené à Kharkov, en lui disant d'abord qu'il y avait un échange qui était prévu avec la DNR, donc la République de Donetsk. Et puis, bon, bien sûr, c'était un mensonge. Et ensuite, ils ont dit, ils voulaient échanger, je ne sais plus combien ils étaient, 10 ou 20 ou 30, et ils voulaient 3 ou 4 fois plus de prisonniers ukrainiens. Bon, bien sûr, j'imagine qu'à Donetsk, on a dit non, mais il faut être raisonnable, 1 pour 1, mais
souviens, j'avais parlé avec Sourine, donc le porte-parole du ministère de la Défense, quand j'étais à la Donetsk. Il m'avait dit que en plus les ukro-nazis commençaient à arrêter n'importe qui pour pouvoir les échanger contre des prisonniers. Donc en fait, ils ne pouvaient pas accepter, sinon ça n'allait qu'encourager les ukro-nazis à continuer à enlever n'importe qui. Et comme toute la population russe autour, ils pouvaient comme la brave Natacha dont on parlait au début. Ouais. Et du coup, lui a été enfermé dans cette mascarade. On les a rebattus parce qu'on leur a dit c'est de la faute des vôtres si vous n'êtes pas libérés, qu'il y a nos camarades qui sont emprisonnés encore dans les geôles du Donbass, envoyé à Kharkov. Et là, il est resté à peu près 1 an. Et dans des conditions assez terribles, il m'a fait, lui, le plan de la prison. Il avait une mémoire incroyable. Et lui, il faut se rappeler quand même qu'il était chauffeur-livreur. Mais il avait Et ce qui était incroyable, c'est que lui, c'est celui qui avait le mieux résisté aux tortures. Il avait une motivation, une force chez lui qui était incroyable. Un gaillard, vraiment. Parce que raconter ce qu'il a subi, lui, par exemple, avait subi la torture de l'entonnoir. C'est-à-dire, on enfonçait un entonnoir dans la gueule et puis on versait des litres et des litres et des litres d'eau jusqu'à qu'ils n'en puissent plus. Ça, c'est terrible à vivre. Et donc, au bout d'un moment, c'est lui qui apprend par cœur les listes, les compagnons qui sont autour de lui. Il est dans les mêmes conditions que Oleg. C'est une prison secrète, donc c'est une prison du SBU qui n'est pas officielle. Il m'a raconté que la Croix-Rouge avait visité cette prison quelques temps avant qu'il arrive, et qu'ils avaient, les Ukrainiens, viré tous les prisonniers politiques enfermés dans la cave, et qu'ils avaient fait visiter la prison à ces gens de la Croix-Rouge pour se dire, bah, vous voyez, tout est bien. Qui n'ont pas été très curieux finalement. Non, pas très bien. C'est comme l'OSCE en fait. Oui, et comme l'ONU. Parce qu'il faut dire quelque chose, c'est que tous les gens là dont je vous parle qui ont été échangés ont été débriefés par la Croix-Rouge. Et je vais même le dire le nom pour la première fois, vraiment. Cette dame, elle s'appelle Charline Franz. Elle est suissesse et elle sait tout ce que je sais, elle les a interrogés et ça c'est. J'ai essayé de l'interviewer, de l'approcher, elle n'a jamais voulu me parler. Elle est la Croix-Rouge. Oui, la Croix-Rouge sait. Et il y avait un monsieur de l'ONU, un Français. J'ai sa carte de visite quelque part, lui je ne vais pas dire son nom par charité, on va dire. Pourquoi ? Mais j'ai donné cette affaire à un groupe d'Italiens et qui se sont chargés. Qui travaillent là-dessus, d'accord. Bon, et pour moi c'était le truc le plus difficile à vivre. Entendre que je ne suis pas le premier européen, un autre français, une Suissesse, la Croix-Rouge sait et ne fait rien. Donc ça c'était le pire à entendre. Parce qu'ils n'ont pas entendu 15 prisonniers comme moi, parce qu'ils en ont échangé beaucoup plus. Moi, j'en ai approché qu'une quinzaine, mais eux, ils en ont approché plusieurs centaines. Alors, je ne vous raconte pas ce que ça... la masse de documents, de témoignages, de tortures, de souffrances que ça fait. C'est énorme, parce qu'il y a eu plusieurs échanges. Quand je suis parti en juin-juillet 2016, il venait d'avoir un autre échange, auquel je n'ai pas participé. Et ça continue après. Dernier cas dont je voudrais parler, donc c'est encore une femme cette fois, donc c'est Olga. C'est son vrai nom Non, c'est ça, d'accord. Elle n'a jamais voulu. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive c'est une survivante, c'est ça? Oui. Alors elle, je vais quand même dire par qui je l'approche. C'est que à la base, il y a un jour un monsieur qui se présente dans mon bureau et qui me dit voilà, je m'appelle Yevgeny, je suis un ancien milicien, je guide des jeunes musiciens à l'arrière du front pour faire des concerts pour les soldats. Moi, je comprends pas ce qu'il veut. Finalement, je le suis et on va devenir de très bons amis. Et il va m'emmener sur le front dans plein de concerts. Et moi, ça m'a permis d'interviewer énormément de gens sur l'arrière du front et d'aller dans tout le Donbass, sur toute la ligne de front. Et ça a duré tout l'hiver. Yevgeny, bien sûr, avec son statut d'ancien milicien et également avec son groupe de musiciens, eh bien, il connaissait tout le monde. Et un jour, il m'a dit, je vais te présenter quelqu'un. Donc, il m'a emmené. C'est à côté de Kirovskoye. Une ville qui a été sous le feu de l'artillerie ukrainienne pendant longtemps, et puis dans la bataille de l'hiver de Debaltsevo, elle a été ensuite libérée, enfin le danger s'est écarté. Et cette femme a accepté de parler. Mais Yevgeny a dû lui parler pendant des semaines pour qu'elle accepte de me rencontrer. Parce qu'elle était vraiment dans la terreur absolue de parler. Elle m'a parlé même de dos. Elle ne pouvait pas me regarder. Et même après, elle s'est tournée, elle regardait le sol parce que elle avait presque honte de me raconter ce qui allait suivre. Elle habitait donc dans un petit village à côté de cette ville. C'est une ville qui fait à peu près 30 000 habitants. Et
vivait paisiblement. C'est une dame qui avait un fils de 25 ans, voilà, qui était, il me semble, veuve, oui. Et elle était sur la route du bataillon Haïdar, mais elle ne savait pas. Alors le bataillon Haïdar, on n'en parle jamais, enfin pas souvent. Maintenant, on parle que de Azov, mais il y a une dizaine de bataillons spéciaux. Oui, Dniepradine, Azov, Tornado, Donbass, etc. Puis après, toutes les compagnies dont j'ai parlé avant, qui sont comme Northside à Kharkov, et il y en a plein. Donc elle ne se doute pas, elle sait que les Ukrainiens arrivent, mais elle a confiance dans les soldats. Elle ne s'imagine pas que le bataillon qui arrive, c'est Haïdar et c'est les néo-nazis. Et Haïdar avec des gens du Pravi Sector, et à l'époque, il y a la députée de la Rada, Savchenko, qui est dans le bataillon. Ils arrivent dans ce village, et en fait, ils ont tout de suite attaqué le village. Et dans le village, il ne reste plus que des personnes âgées, des jeunes, des femmes et des enfants. Et en fait, elle a compris ce qui allait se passer, donc elle s'est cachée dans sa maison. Alors c'est les petites, un peu datcha, je vais dire, isba, du temps passé, donc il n'y a qu'un étage, il n'y a que le rez-de-chaussée. Elle a réussi à se planquer sous le toit, et elle est restée 2 jours sous ce toit. Alors dans l'article écrit que je fais, je ne peux pas raconter tout ça. Donc là c'est la première fois que je vais la raconter presque, en entier, en essayant quand même de résumer, mais ce qu'elle m'a dit pendant 2 heures, j'ai parfois passé des nuits, j'en ai parfois pas dormi pendant plusieurs mois de ce genre de témoignages et d'autres, et vraiment ça c'était compliqué à entendre, et elle était dans un stress énorme quand elle m'a raconté ça. Elle est restée donc 2 jours sous ce toit, et elle a donc entendu, parce que c'est un hameau, donc c'est pas un grand village, et elle habitait à côté de la maison commune. Alors dans ce genre de village, comme on est allé avec vous, Xavier, à Spartak, vous vous souvenez, c'est pas très grand. Donc il peut y avoir un bâtiment, une école, bon voilà. Donc elle habite à côté, et donc en fait, ils ont fait prisonnier plusieurs jeunes, qui étaient, parce qu'il faut se souvenir que tous les hommes ne se sont pas insurgés dans le Donbass. Et là, c'est des jeunes de, 17, 18 ans, 19 ans, et ils les ont emmenés dans cette maison commune, ainsi qu'une femme enceinte, et ils ont tué tous les autres. Alors évidemment, elle était réfugiée, donc elle a entendu tout ça. Et elle a entendu crier, hurler à la mort ces 3 jeunes soldats, plus la jeune femme, pendant toute la nuit. Donc on imagine l'horreur de ce qu'ils leur ont fait, parce qu'ils les ont torturés à mort pendant tout ce temps. Au petit matin, il n'y avait plus personne. Et elle a fait l'erreur de descendre. Alors, après, ils sont partis. Elle était tellement terrorisée qu'elle est restée 2 jours à la limite de « je vais mourir de soif ». Et elle est descendue finalement, et elle a eu le malheur d'aller voir. Et, elle a vu l'horreur de l'horreur, et ils ont continué sur un hameau qui est un peu plus loin, qui s'appelle Communal. Et là, il n'y a plus personne, il n'y a pas de survivants. Donc elle le dit elle-même, on n'a plus jamais entendu, elle dit ces mots-là, on n'a plus jamais entendu parler de ces gens. Là, tout le monde est passé au fil de l'épée. Parce qu'elle, au moins, elle a survécu, elle peut raconter. Donc là, on est c'est exactement les Einsatzgruppen de l'armée allemande qui sont derrière les unités de la Wehrmacht et des SS, et qui passent au fil de l'épée, qui cherchent. Alors, on dit... qui d'ailleurs, à l'époque, à partir de 1941, ont reçu le soutien enthousiaste des bandéristes de l'ouest de l'Ukraine. Et également de Lituaniens et de Lettoniens un peu plus haut, et de supplétifs même biélorusses, nombreux, dont on ne parle jamais. Et de traîtres russes, parce qu'il faut le dire. Aussi. De bataillons spéciaux. Donc là, le bataillon Haïdar, elle raconte qu'en fait, ça ne s'est pas passé que dans le massacre. Ils ont pillé. Donc ils ont pris qui les écrans, qui les ordi, les choses qui l'intéressaient, les magasins, la nourriture, l'alcool. Ça, elle le dit tout de suite. Et donc, on est vraiment, c'est une bande de soudards. C'est quelque chose qui est inimaginable au XXIe siècle. C'est les mêmes comportements. Je ne sais pas si Xavier, vous avez vu ce film avec Omar Sharif, qui raconte cette troupe de mercenaires qui va se réfugier dans un village dans les Alpes avant le massacre de Magdebourg. Et à Magdebourg commençait les forces, ils ont passé la ville au fil de l'épée, on était au XVIIe siècle. Bon. C'est le même genre de comportement. On tue tout le monde, on prend, on se saoule et on continue. Et ils ont c'est une traînée de sang, ce bataillon.
Savchenko, ensuite, ça a fait prisonnière, ils avaient tué... Mais là, elle était mitrailleuse dans un hélicoptère, Savchenko, c'est ça? Non. Elle se fait arrêter, non? Ah oui. Ouais. Non, elle a été dans ce bataillon. Ouais. Alors, je vais juste faire la parenthèse. Elle a été pilote radio dans l'aviation ukrainienne. Et à ce moment-là, elle est membre du bataillon Haïdar, c'est une officielle. Je croyais qu'elle avait été arrêtée en tant que... Et à ce moment-là, elle est dans l'unité et elle participe à tout ça. Et même, j'ai un témoignage où elle participe à la torture d'un prêtre. Et le prêtre lui-même me dit, j'entends encore sa voix. J'entends encore la voix de Savchenko qui encourageait les gros bras à me torturer. Lui, il l'avait mis sur un banc, ce prêtre. Ils étaient assis à 5 dessus et le supplice de l'entonnoir, pareil. Ensuite, il l'avait hissé, attaché par les mains et battu monstrueusement. Lui, c'était un prêtre qui faisait le front des deux côtés, mais pour son office, donner l'extrême onction, voilà. C'est l'aumônier. Voilà. Et il est pris par ceux d'en face, et là, on est dans la guerre de religion. Il est orthodoxe. Ouais. Ils sont catholiques uniates. Ou même athées, parce que... Mais il y a aussi beaucoup de paganisme. Oui. Des photos, on les voit qui dansent autour d'un totem. Exactement. J'ai même vu, moi, il y a pas longtemps, une photo, c'est un gars de Azov, ils ont pris son téléphone, il a été tué à Mariupol, il y a une énorme croix satanique en bois, qui fait plusieurs mètres de haut, et il y a un bûcher, et on comprend qu'ils vont l'allumer, et qu'ils vont voilà, faire une messe noire. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais voilà. Donc ça, c'est réel. Ce témoignage de cette femme, c'est le plus terrifiant. Et elle n'avait jamais parlé, je tiens à le préciser, à personne. Elle avait trop peur, même à quelqu'un de la DNR. Parce que, et la souffrance était plus grande, c'est que son fils de 25 ans, il y est resté, lui, dans l'insurrection, il a été tué. Donc elle s'est retrouvée toute seule. Elle n'avait plus rien, il n'y avait plus aucun de soutien. Et c'est une des rares femmes à qui j'ai donné de l'argent dans mon Donbass. Je donnais quasiment jamais d'argent, sauf comme des cas comme ça. J'avais un peu d'argent, je lui donnais 5000 roubles. Ça faisait l'équivalent d'un salaire d'une prof d'université. Elle a pleuré. Et après, pendant une demi-heure, on a pleuré tous les deux. Parce qu'il y avait toute l'émotion de ce qu'elle avait raconté. Et là même, j'ai du mal. Et c'était ce genre de truc, ça vous mange le cerveau après. Parce que quand vous entendez des gens comme ça, et qu'on vient ensuite, et ça a duré 8 ans. Alors moi, ce dont je témoigne aujourd'hui, c'est... Le dernier témoignage que vous avez reçu, c'était mi-2016 avant que je parte, en avril-mai 2016, oui. Depuis, ils ont le temps, hein. Je pense que... on sait qu'il y a des choses qu'ils veulent cacher, récupérer à Mariupol, dans le Donbass ou ailleurs, et à la lumière de ce que vous venez de nous dire, on en a une petite idée. On va arrêter là pour ces témoignages. Donc merci en tout cas Laurent Braillard. Je sais que ça a été pénible pour vous. Je l'ai vu à l'époque, on s'est rencontrés, que c'est quelque chose qui vous tourmentait. Et effectivement, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va retrouver à Mariupol, avec toutes ces tentatives d'évasion qui ont échoué. On ne sait pas ce qu'on va retrouver à Slaviansk ou à Kramatorsk quand ces villes auront été libérées. Mais ce que vous nous dites, en fait, nous laisse imaginer. Et l'important, encore une fois, c'est la justice. Alors il y a forcément la justice divine. Tous les gens qui ont fait ça sont punis, mais il y a aussi la justice humaine qui est importante, et notamment pour les victimes. Et puis, tôt ou tard, pour montrer à la face du monde contre quoi se bat l'armée russe et les armées des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et donc, nous appelons de nos voeux ce tribunal qui va se mettre en place, qui est en train de se mettre en place. Le projet de loi est en discussion à la Douma, d'après ce que j'ai vu. Le parquet russe travaille. Lorsque j'ai rencontré Mme Nikonorova, donc ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk, elle m'a montré les dossiers qui sont en préparation, qui seront utilisés. Et justice sera faite. Justice sera faite, il faut y croire. Et vous serez prêt à témoigner. Oui, en plus, j'étais allé pour ça, moi. Si j'ai fait ça, c'est pas parce que ça me faisait plaisir de le faire, mais parce que c'était mon devoir en tant que chrétien, père de famille, français, homme, ami de la Russie, ami du genre humain. Et il était évident que je fasse ce travail pour qu'un jour ça soit utilisé contre les criminels. Et parmi tous les gens que vous avez interviewés, vous pensez que certains ont le courage de venir témoigner malgré la souffrance que ça leur causera? Alors, quand la victoire s'est acquise, oui.